je pense que nos trois exposants ont bien circonscrit le sujet. Il y a eu pas mal d'exemples sur d'autres pays. Nous les connaissons tous, ça fait partie de notre instruction. Les vendredis du Congo privilégient beaucoup plus qu'on parle du Congo. Et je pense qu'on fera le résumé à la fin. Mais il y a certains points qui ont été soulevés d'ordre général pour dire qu'il y a un droit international qui existe, le droit de manifester. Et toute révolution part toujours par une manifestation populaire. Et souvent, dans des pays totalitaires, il étouffe la révolution à partir de la première manifestation. C'est là qu'ils sont un peu plus forts. Parlons du Congo, la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, les éléments qui peuvent amener le peuple à faire sa révolution, le peuple à prendre son pouvoir, ce qui n'est pas mauvais, pour le peuple, c'est pas aussi mauvais pour le dictateur. Parce que quand le peuple reprend le pouvoir, c'est la protection de tout un peuple. Et souvent, dans cette reprise de pouvoir du populaire au Congo, on l'a vu en 1991, vous savez, les dictateurs n'ont pas été châtiés, les dictateurs n'ont pas été maltraités. Le peuple congolais, c'est un peuple pacifiste, c'est un peuple de pardon. Et donc, toute révolution populaire ne peut pas être aussi mauvaise pour les dictateurs qui n'aient pas peur de cela, mais c'est plutôt bien. Quand le peuple reprend son pouvoir, c'est toujours bien pour le pays tout entier. Et c'est toujours bien pour pacifier le pays et même pour assurer une bonne suite dans la progéniture de même ceux qui ont fait du mal. Parce que dans une révolution populaire au Congo, je vous garantis que ça va toujours se poursuivre par le pardon. Parce que le Congo, les Congolais ne sont pas des belliqueux, nous le savons. Et nous pouvons parler donc de cette question. Est-ce que le peuple congolais peut encore? Il y a eu un résumé de Koutana. Koutana pense que le peuple congolais peut encore. Parce qu'il suffit qu'on soit unanime sur une seule revendication. Mais ce qui casse les soulèvements, quand il y a plusieurs revendications. Il faut une seule revendication qui peut entraîner une avalanche des revendications. Mais on commence toujours par une seule qui unit tout le monde. Et à partir de cela, on avance vers un monde meilleur, on va dire. Donc, voilà, le débat est ouvert. Je vais faire la modération avec votre permission. Alors, le débat est ouvert. Ici, la parole est demandée. Alors, pour parler du Congo, dans le contexte de cette thématique qui nous intéresse ici, qui a été, on va dire, brillamment développée, est-ce que cette révolution, ce type de révolution, est-il, on va dire, assimilable, n'est-ce pas, dans le contexte congolais? Moi je dis, mais il est plus qu'assimilable. Je réponds ou tu réponds en même temps à ta question? Non, il est en train de... Je démontre, je développe, après c'est discutable. Je dis, il est plus qu'assimilable, ce d'autant plus que le Congo, sa population, dans son entité, est meurtrie depuis la nuit des temps. Cela n'est point nouveau, puisque ça a été rappelé, et ça sera toujours rappelé à chaque fois que cela sera nécessaire. Donc, au-delà de tout, au-delà du pain, pour l'exemple qui a été pris en ce qui concerne la Tunisie, au-delà de l'orange, pour notre exemple aussi, qui a servi à cette révolution, on va dire un peu... voilà, ça c'était le cas du Soudan. Mais je crois que pour ce qui est du peuple congolais, le sang a traversé des océans. Les pleurs n'ont plus de limite. Au point où le peuple pleure, mais il pleure en silence. Le peuple pleure, mais il pleure en silence. Alors quand un peuple pleure, mais en silence, qu'est-ce qui lui reste? C'est tout au moins de s'exprimer, de dire pourquoi il pleure. Est-ce que ce peuple va-t-il attendre la communauté voisine, fût-elle régionale, celle de l'Afrique centrale, donc des pays
qui entourent ce pays, ce Congo naturellement, ou alors l'opinion internationale. Donc la problématique, elle est là. Je pense qu'une fois que l'on est touché dans son fort intérieur, les pleurs peuvent vous donner des forces inestimables. Donc cette révolution, elle est faisable, elle est jouable, elle est légitime. Et on est terminé. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la révolution. Je n'ai pas entendu ici la définition déjà de la révolution. Qu'est-ce qu'une révolution? Les marxistes, je n'en suis pas un, disaient que la révolution est un changement violent par lequel une classe en renverse une autre. Parce qu'on est dans une dialectique marxiste. Je ne suis pas marxiste. Mais au moins, c'est comme ça que les marxistes ont défini la révolution, et toutes les révolutions, puisqu'il s'agit du Congo, qui se sont passées chez nous, ont été inspirées plus ou moins par cette approche marxiste, ou bien marxienne. Lorsque, en 1963, ceux qui arrivent sont des anti-libéraux, et ils font cette révolution, ce sont tous ces jeunes officiers, et puis cette élite qui était formée ici, qui avait milité, et qui revient avec des slogans marxistes, et ils ont estimé qu'il fallait faire la révolution. En vous écoutant, je m'interroge personnellement sur 3 choses. La première, c'est que je pense que l'histoire est imprévisible. Ce que on a essayé de définir, d'écrire ici, qu'il s'agisse du Soudan, qu'il s'agisse de la Tunisie, qu'il s'agisse même de la Libye, ça a été des moments inattendus. Et Zweig disait que, effectivement, l'histoire, à un moment donné, est imprévisible. Un rien suffit pour faire balancer l'histoire. On a vu comment des grands événements se sont passés dans l'histoire du monde, sans pour autant que même les auteurs ou les acteurs de ce mouvement soient capables de définir. Tout à l'heure, par exemple, on parle, est-ce que, sincèrement, le vendeur de légumes ou le vendeur de fruits savait que ce mouvement pouvait apporter ce qui est arrivé? C'est pour dire tout simplement qu'il ne faut pas désespérer. Il y a des choses qui peuvent naître au moment où personne ne s'y attend. Ma deuxième intervention, c'est pour montrer aussi que la révolte, ou la liberté, je crois qu'on a parlé tout à l'heure de courage. C'est Charles Péguy qui disait que la liberté est un système de courage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, si on veut gagner la liberté, il faut être courageux, il faut se battre, et quelquefois au prix de sa vie. Il y a eu des gens qui ont laissé leur vie parce qu'ils se sont sacrifiés, ils sont morts pour ça. Et aujourd'hui, ce qui se passe aussi, c'est un message qui s'adresse aux nouvelles générations. Parce que c'est cette jeunesse qu'on voit en Libye, qu'on a vue en Libye, c'est cette jeunesse qu'on voit en Algérie, les étudiants, c'est cette jeunesse qui aujourd'hui s'exprime à Cuba, s'exprime en Côte d'Ivoire, s'exprime au Sénégal, qui sont des étudiants, qui revendiquent leurs droits et qui en fait répondent tout simplement à ce que Fanon disait, que de toutes les façons, c'est l'histoire de chaque génération de prendre son destin en main ou de ne pas. Et quand j'ai dit tout ça, j'espère aussi que il faut espérer. Je crois que quelqu'un ici a parlé d'espoir. Mon cher ami, vous qui étiez au Mali, vous avez dit ici que vous traînez, et je m'incline devant ce courage, vous avez avec vous des blessures, des stigmates de ce que vos combats ont effectivement apporté comme blessure. Et vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Vous avez dit que ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est que ce pourquoi vous êtes battu hier puisse aujourd'hui réussir, ne fût-ce que pour les générations qui arrivent. Et on est donc dans ce moment d'espérance. On est dans ce moment d'espérance aussi, dans ce moment où ceux qui se battent, ceux qui doivent se battre, affronter
justement le feu au Congo ou ici ou ailleurs, doivent avoir un slogan simple. Nous n'avons plus peur. Et tant qu'il n'y aura pas ce slogan, il n'y aura aucun changement. Effectivement, j'ai dit que la révolution est un acte violent par lequel une classe en renverse une autre. Mais cet acte violent peut faire aussi que beaucoup laissent leur vie. Mais c'est une affaire de génération. Sinon, écoutez, il y a des générations qui ont fait ce qu'elles devaient faire. Elles ont apporté leur contribution. Mais aujourd'hui, c'est cette jeunesse. C'est pour cette raison que les jeunes doivent comprendre que c'est leur problème, c'est leur vie. Donc je conclus là mon propos sur ma contribution sur ce slogan simple, n'ayez plus peur parce que... Mon confrère Passy pense que c'est possible. Marc s'est toujours projeté dans l'espérance. Hein, mais je pense que pour réussir une révolution, il y a plusieurs facteurs qui doivent converger. Dans le cas de mon pays, nous avons au nord des ndjombistes, au sud des matuanistes. Pourtant, fondamentalement, que ce soit au nord ou au sud, ils sont tous chrétiens et tous animistes. Des points de vue religieux, politiques divergent. Mais nous sommes ici dans cette salle. La première fois que je suis venue, on était nombreux. Vous savez, quand je suis arrivée ici, meurtrie, et j'ai voulu donner ma part, mon énergie pour ce combat-là, pour galvaniser justement. Mais qu'est-ce que j'ai entendu? Elle est guérisée, elle est infiltrée. Moi, j'aurais pu rester à Brazza et au palais de Pilat, y être. J'ai jamais eu de problème d'argent de ma vie. C'est ici en France aujourd'hui que j'ai des problèmes de naissance, de part, voilà. Mais qu'est-ce que ça nous a apporté? L'émiettement. Lorsque j'ai vu la dernière fois à Mariam Babi, quand les étudiants ont voulu soutenir les leurs à Cuba et ailleurs, qui se sont regroupés, il n'y avait pas de regroupement. Les gens étaient regroupés par petits blocs, comme on les voit dans nos manifestations ici. Or, lorsqu'il y a ça, qu'est-ce que ça donne face à... Quelle possibilité ça donne à l'oppresseur? De pouvoir cibler quelques-uns et de tirer. Alors que quand nous avions manifesté ici, que ce soit à République ou au Trocadéro, les autres, les Soudanais, qui étaient à nos côtés, qui manifestaient parallèlement, formaient toujours un bloc pour envoyer leur message. Chez nous, il faut dire aux gens, regroupez-vous, mettez-vous ensemble. Mais être ensemble déjà, même à distance, à 7000 km, la symbolique est tellement forte. Nous qui ne réussissons pas ça, comment allons-nous pouvoir nous mettre ensemble pour réfléchir à comment faire partir cette bête immonde? Excusez du pot. Parce que appeler ça sous bête immonde, c'est déjà être encore très poli et très civilisé. Tant ce qu'il a fait aux femmes, aux enfants. Aujourd'hui, le Congolais est prêt à se battre pour défendre une table, un vol d'étalage, mais de façon tellement négative. On a vu des vidéos, des jeunes qui battent les femmes, qui les mettent nues parce qu'elle a volé du pain pour donner à ses enfants parce que son mari n'est pas payé. Elle-même n'est pas payée. Quand on peut se battre comme cela, je pense qu'on devrait pouvoir aller plus loin. Qu'est-ce qui nous empêche depuis 40 ans de ne pas pouvoir le faire? Moi, je cible quelque chose. Ne pas faire bloc commun, ne pas parler le même langage. Dès que ma Dédé veut faire quelque chose, non, je ne viendrai pas parce que c'est ma Dédé. Sadio, n'en parlons pas. Pour preuve, on voit cette salle, comment elle est clairsemée aujourd'hui. Parce que, voilà. Non, c'est vrai. Mais qu'est-ce que Sadio ou Madédé ont pu faire à cette communauté-là de pire que ça soit? On n'a pas tué, on n'a pas volé, on n'a pas pillé, on n'est pas dans les biens mal acquis, on n'est pas là pour ne pas permettre au peuple de se soigner. Celui qui le fait, vous le laissez à côté. Parce que quelques personnes sont venues avec quelques miettes que vous avez voulu tenir et manger pour manipuler. C'est-à-dire il y a tellement de vecteurs, de facteurs qui font que
nous ne pourrons pas. En tout cas, je reste très pessimiste. Moi, je vais m'attarder sur deux points, en parlant vraiment du Congo-Brazzaville. Je pense que la mayonnaise est là, tout est là. Pourquoi au Congo-Brazzaville, la révolution ne prend pas? Et risque vraiment de prendre beaucoup de temps avant que ça prenne. C'est aussi ça. Moi, je pense que c'est aussi ça. Nous le savons tous ici. Et ça fait 30 ans que ce peuple-là est, je ne dirais pas traumatisé. Et le président actuel, en tout cas celui qui s'appelle président, a fait tout ce qu'il fallait pour, on va dire, endormir cette population-là par plusieurs vecteurs. J'ai souligné aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez parlé de la religion. Mais je vais vous dire aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, le vrai vecteur, c'est celui-là. Regardez les pays qui ont fait la révolution, vous devez les citer tous ces pays-là. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé. C'est des mots d'ordre qui sont donnés par des responsables religieux. Regardez ce qui est passé à Kinshasa. Quand le monseigneur Boussenzo s'est désolidarisé de Kabila, la révolution est partie. Au Congo, Brazzaville, ça soit compris. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plus de pasteurs que des enseignants. Il y a plus de pasteurs que qui que ce soit. Les prêtres roulent en 4x4, nouveau modèle. L'archevêque, je ne vous en parle même pas, tout frais nourri. C'est là où partout de l'Afrique centrale en général, ok, l'Afrique francophone. Citez-moi un pays en Afrique centrale qui a eu ce type de révolution que on vient de citer Libye ou Soudan, où donc, un religieux a quasiment plus de 2000 adhérents multipliés. Les Congolais sont meurtris, ils sont là, mais tous les dimanches, on les fait comprendre qu'il ne faut pas se réveiller. Il y a des Congolais qui ont des parents qui sont morts par rapport à ce pouvoir-là, qui veulent se révéler, mais spirituellement, enfin, de l'intérieur, ils sont bouffés. Ça, c'est particulier en Afrique centrale. Ça n'existe pas ailleurs. Aujourd'hui, quand vous regardez, par exemple, en Algérie, tout ça, mais qu'est-ce qui s'est passé en Algérie? Les imams se sont désolidarisés de l'armée. Tant qu'ils étaient avec l'armée, Bouteflika était tranquille. Mais quand il y a eu le mot d'ordre dans les mosquées, qu'il fallait lâcher, ils ont lâché. Tout par la révolution, ne négligez pas. Il y a un vecteur énorme. Vous avez pris la parole tout à l'heure, vous avez cité la religion. Vous avez cité qu'il y a eu un religieux qui avait lancé partout, vous verrez. Au départ, même en France, la religion a joué beaucoup de la révolution. Parce que c'est un vecteur primordial. Ça, c'est la première chose. Et ce vecteur-là touche le patriotisme. Aujourd'hui, les Congolais, quel que soit là où ils sont, en Belgique, en Suisse, partout, pendant 30 ans, on a touché le patriotisme congolais. Nous devons d'abord construire aujourd'hui. Regardez, tous, nous avons demandé soulèvement populaire. Tous dans les réseaux, tout le monde a demandé soulèvement populaire. Voilà les jeunes qui sont sortis. Voilà les jeunes qui se sont arrêtés. Ils sont soulevés. Nous, à Paris, on a fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait à Paris? Ceux qui ont demandé le soulèvement populaire, ils sont où? Ceux qui ont crié, sortez, sortez, ils sont sortis. Vous êtes où? Cette jeunesse-là, elle est sortie. Demain, vous allez demander à la jeunesse de Brazzaville de sortir encore. Mais voilà déjà leurs copains qui sont sortis, qui sont fait arrêter, qui vont être expulsés au Congo. Alors, soyons pragmatiques, ne tournons pas tout. Nous, chez nous, au Congo, ça se joue maintenant. C'est maintenant. Là, il y a des jeunes qui sont sortis partout, les étudiants, et je sais que la révolution, ce ne sont pas des étudiants. Et c'est sorti, nous, qu'est-ce qu'on fait? Posez-vous cette question-là. Moi, je ne vais pas trop m'attarder. Ne tournons pas tout du poids. Il y a des gens qui nous écoutent, il y a des gens qui veulent des réponses par rapport à ce thème qui est vraiment un thème important et riche. Et nous devons les apporter des réponses pragmatiques. Si on veut qu'ils se soulèvent, qu'ils sortent, alors nous devons être capables aussi de sortir et de ne pas avoir peur qu'on nous arrête là, en garde à vue, pour le Congo. Parce que si vous demandez aux gens de se faire arrêter pour le Congo, faites-vous arrêter d'abord pour le Congo. Et donc, ce que vous avez évoqué, ou pas mal de personnes ont évoqué ici, nous avons tous le même problème, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays. Effectivement, c'est le fait que tout simplement, le peuple est tétanisé. Le peuple est tétanisé et le peuple a peur. Déjà, il cherche sa survie. Et ça, c'est le premier point. Moi, je parle de ce que je maîtrise le mieux pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, quand on dit aux gens,
changement, vous voulez des changements, mais sortez, pas parce qu'on les incite à aller se faire tuer. Ils disent, ce que vous avez évoqué un peu largement, ils disent Dieu est grand, un jour ça va finir. Donc il y a toujours ce problème religieux qui revient. Et même si moi je suis croyante, je pense que vraiment ça a tétanisé aussi beaucoup de personnes. Et après les gens cherchent leur vie quotidienne, ils se disent ça va aller un jour, ça va aller, Dieu est grand. Mais en somme, toutes les révolutions qui ont eu lieu populaires, que ça soit soudain, monsieur, les gens ne se sont pas battus à cause d'une orange. Il y avait déjà des antécédents. C'est l'orange qui a juste déclenché. Il y a juste des choses qui ne vont plus et il y a juste, comme on dit, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, qui fait que ça explose en fait. C'est un peu ça. C'est juste ça. Déjà, quand les gens arriveront à bout, les gens sortent. Et quand un peuple est déterminé et fatigué d'être esclave, quand un peuple est déterminé et fatigué d'être esclave, il se révolte. Le seul problème, que ce soit au Congo, que ce soit dans beaucoup de pays, est-ce que nous avons pris conscience que nous ne voulons plus être esclaves? Quand on aura répondu à ça, les choses vont se faire. Et quant à la diaspora, excusez-moi, est-ce qu'on est prêt à sortir? Je terminerai là. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. La diaspora fait ce qu'elle peut. La diaspora se bat. Et la plupart des révolutions sont venues des personnes qui ont été déjà dans la diaspora et qui ont incité les choses à se faire. Maintenant, on ne peut pas tout mettre sur la diaspora. Les gens aussi au pays doivent aussi se mettre dedans. La diaspora fait sa part. On les aide. On fait ce. C'est vrai qu'on a plus de liberté d'expression ici que là-bas. Mais on les aide, on les incite. Mais les gens aussi, tout le monde doit se mettre ensemble et une union. Elle parlait tout à l'heure de l'union. Effectivement, l'union fait la force. Et malheureusement, elle fait des fois beaucoup d'Afrique. Quand on a résolu ce problème-là, je crois qu'on n'aura même pas besoin de grandes révolutions. Les choses se feront d'elles-mêmes. J'ai entendu des généralités. Les Amoravides, les Patati, les Tupac Macheux. La réponse pour le Congo, elle est où? Non, mais je viens pourtant. Ah ben non, tu n'as pas répondu. J'ai dit que j'étais optimiste parce que nous avons, très pessimiste, pardon. Pour moi, je pense qu'avec tout ce qui arrive à nous Congolais, manque de salaire, manque de soins, pas de connexion Internet, on vient même nous parler de lutte contre la cybercriminalité. Il y a un cybercriminel au Congo. On vient nous parler de Sassou qui a reçu, je ne sais pas, le 17, le président. On va poursuivre, Sadio. Je me permets de te couper un peu. Parce que la réponse de Sadio, elle a été donnée. Dans les vendredis du Congo, chacun peut apporter une réponse. Elle présente le sujet, mais chacun dans la salle peut apporter une réponse à cette question. Nous avons eu la réponse de notre grand frère Marc Mapiongo. Mais n'oubliez pas, il y avait la réponse de Koutana qui a été lue par Chris. C'est une réponse objective dont on peut débattre. Puisque je rappelle que Chris a parlé de... Pour qu'il y ait une révolution, pour qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait l'unanimité. C'est-à-dire que quand il y a des revendications éparses, il ne peut pas avoir un soulèvement. Il faut que le peuple soit uni. Et Sadio a ajouté, s'il te plaît, Sadio a ajouté pour dire que nous avons des tares à réduire dans la population congolaise parce que quand l'idée vient de X, ben Y va dire non, ça vient de X, je n'adhère pas. Apprenons à adhérer aux idées qui peuvent apporter des changements et apprenons à s'unir. C'est pas moi qui parle, moi je fais juste relancer le débat. Je pense que pour le cas du Congo, nous n'avons plus, je pense qu'on n'a pas le temps de philosopher. On n'a plus le temps de disserter. On n'a plus le temps de cela. Nous savons ce qui se passe au Congo, c'est une dictature. J'ai écouté tout à l'heure une brillante intervention sur le rappel, ce que c'est que le droit international, etc. C'est très bien. Mais pour le cas du Congo, on n'a pas le temps à passer dessus. C'est une dictature. Le droit n'existe pas. Donc, le Congo aujourd'hui, au regard de la situation que vivent les Congolais, les populations congolaises, le peuple congolais, c'est un pays qui est quasiment dans l'agonie. Et donc nous, en face de ceux qui sont dans l'agonie, puisque même nous-mêmes aussi, en fait, nous sommes dans l'agonie, mais nous passons notre temps, plutôt que de nous intéresser à notre mal, à notre pathologie, nous nous intéressons à la couleur du ciel, les étoiles et tout ça. Non, c'est pas là que se situe le problème. Ici, nous aurions dû poser la question de savoir quelles sont les pistes à mettre en branle pour susciter un éveil du peuple congolais. J'applaudis.
c'est ça, c'est de cela qu'on doit parler. Enfin, c'est autour de ça qu'on doit échanger, en fait. Donc, j'ai entendu ici Sadio, justement, à juste titre, dire que nous avons beaucoup de problèmes au niveau de la diaspora, des problèmes d'ego. Mais en fait, nous sommes le reflet même de l'opposition en interne, l'opposition congolaise qui est à Brazzaville. Il faut que ça change. Mais c'est ici, dans des réunions comme celle-ci, qu'on doit justement proposer des pistes pour sortir de ce merdier, de ce bourbier. Parce qu'en fait, ce qui nous oppose, c'est parfois des choses inutiles. Donc, il faut plutôt que nous dégagions ici des pistes pour parvenir à éveiller les consciences au Congo-Brazzaville, parce que justement, c'est au Congo-Brazzaville que les populations doivent sortir dans les rues. Or, ce que le pouvoir de Brazzaville a fait, notre monsieur Denis Sassou Nguesso, il a tout compris, mais c'est comme ça que fonctionnent les dictatures. Sassou Nguesso a fait main basse sur toutes les institutions dans le pays. Il a fait main basse sur toutes les institutions. Il a fait main basse sur l'Église, on en a parlé ici, toutes les écoles philosophiques que vous connaissez par ailleurs, même les je dirais pas les sectes, mais les religions traditionnelles de chez nous, même les royautés, même les rois, voilà, il a fait même basse là-dessus. Dans les villages du Congo, les chefs de village et consorts, il a su trouver les moyens pour faire taire tout ce monde-là. Ils sont corrompus. L'armée, n'en parlons pas. Parce que là aussi, notre combat aussi, c'est de faire en sorte que l'armée se ressaisisse. Que l'armée prenne le bon parti. Et ça, c'est ici qu'on doit dégager les pistes. Comment faire, nous qui sommes au niveau de la diaspora, comment faire pour que, effectivement, toutes ces associations qui existent, là, qui sont là, sur la place de Paris, comment faire pour les rapprocher, pour initier des mouvements de grande envergure, pour initier des mouvements de grande envergure sur la place de Paris. Parce qu'il n'y a que comme ça, qu'on va impacter, si vous voulez, il n'y a que comme ça qu'on va entraîner nos camarades qui sont à Brazzaville. Parce qu'on ne peut pas compter, en tout cas moi personnellement, ce serait une erreur que nous privilégions. Je ne peux pas compter sur les leaders politiques qui sont au Congo-Brazzaville. Pour moi, voilà, on peut continuer à les aider, réfléchir avec eux, mais si nous voulons mener un combat, c'est les populations, c'est la société civile. Et c'est là-dessus que nous devons travailler. Et ici, là, en sortant d'ici, après chaque réunion, moi je pense que ce serait utile que l'on puisse prendre un document. Voilà, en guise de un rapport de synthèse. Voilà. Et cette synthèse doit être distribuée à toutes les associations qui sont les associations de la diaspora pour qu'ils sachent ce qui se dit ici et pour qu'ils comprennent que ici, eh bien, c'est aussi leur place. Voilà, c'est ici que les choses doivent se dire. Donc la question ici, c'est nous en tant que diaspora. Nous en tant que diaspora. Et si parmi nous, il y a des intellectuels, parce que c'est ça aussi, les intellectuels, quel rôle jouent-ils? Quel est le rôle que jouent les intellectuels congolais aujourd'hui? Voilà. C'est dans ces situations-ci que les intellectuels devaient apparaître. Or, nos intellectuels, ils sont fondus dans le système. Et voilà. Il y a ça aussi, mais il en existe quelques-uns parmi nous ici qui sont capables de faire ce travail-là. On ne va pas inventer la roue. On l'a dit ici, les révolutions obéissent presque aux mêmes règles. La différence, c'est la sociologie, c'est le tempo. D'où gardons-nous aussi de faire du mimétisme. Ce n'est pas parce que les Soudanais sont dans la rue, ce n'est pas parce que les Algériens ont engranger des victoires qu'il faut se dire et nous, et nous, et nous. Non. Celui qui veut bâtir solidement
efficacement n'est jamais impatient. En ce qui me concerne, ça fait 30 ans que je m'embrouille, pour ne pas utiliser des termes valorisants, que je m'embrouille dans ce combat, mais à aucun moment je me suis impatienté. Ce n'est pas parce que un parent meurt, ce n'est pas parce qu'un frère meurt, un voisin meurt, un ami meurt, que je vais trépigner d'impatience. Et nous, quel jour le baobab va tomber? Non. C'est un combat de longue haleine. Il faut travailler. Et travailler, c'est analyser le pourquoi des échecs, si échecs il y a eu. Sur les réseaux sociaux, chaque fois on tape sur le peuple congolais. Oh, les Congolais sont lâches, les Congolais sont ceci, mais bon Dieu, vous oubliez 2015? On a oublié ceux qui ont chanté Tata Pesabe Tongolo. C'est la diaspora qui était à Pointe-Noire ce jour-là. On a oublié. Mais les Congolais, c'est des valeureux. Ils ont défié Zulu Bad et autres miliciens de Sassou. Mais pourquoi notre révolution, qu'un ami avait appelée la révolution de Kenkeliba, pourquoi elle a fait pchit? Mais c'est à cause de la trahison. Si en Algérie il y avait des traîtres, des leaders traîtres, on prendrait l'Algérie comme exemple. Si au Soudan il y avait des traîtres comme on les connaît au Congo, on prendrait le Soudan comme exemple. Non. Et vous le savez, on le sait tous, ça a été dit, il y a un problème de crédibilité. Ce n'est pas parce qu'on est en France, ce n'est pas parce qu'on a des diplômes, je ne sais pas de combien de temps, qu'on va croire que les analyses, le ressenti que nous avons est différent de celui du citoyen lambda de Pointe-Noire. C'est le même ressenti. On nous a trahis. Les leaders politiques sur la place sont donc en perte de crédibilité. Ceux qui sont au pays le vivent, nous le vivons aussi. Bernadette vient de le dire qu'il n'a pas confiance aux leaders qui sont au pays, mais il n'est pas le seul. Et si Bernadette le pense, c'est que combien de fois ceux qui sont au pays, ceux qui courent ces risques-là. Donc, il faut analyser. Nous nous sommes levés, le peuple a été courageux. Pourquoi ça n'a pas marché? Mais, vous savez, la peur, si la peur avait continué à tenir les Sud-Africains, ils ne seraient pas là. Si la peur avait tenu les Ivoiriens qui ont fait 9 ans de combat, j'ai été sur ce terrain-là, j'ai vu les charniers, j'ai vu comment c'était pire que chez nous. Ils ne seraient pas... C'est-à-dire pouvoir faire sa résilience est une très grande chose pour le devenir d'un peuple. Les Soudanais sont sortis, oui. On a vu les débuts de réponse. Les Algériens sont sortis, on a vu les débuts de réponse. Mais nous, notre jeunesse a été téléguidée par des politiques qui leur ont demandé, après une petite promenade de chez eux au boulevard à Alfred Raoult, de repartir chez eux. C'était une balade de santé, rien d'autre. Parce que quand on parle de soulèvement, de révolution, c'est qu'on aspire à vraiment apporter des changements. Je vais reprendre, si vous le permettez, de Cordelaire, la pensée suivante. Il y a dans notre passé des mémoires, il y a dans notre avenir des perspectives, des espérances, mais, et c'est là où j'insiste, mais il y a dans notre présent des devoirs. Le devoir qui est le nôtre, celui d'un Congolais lambda, qui plus est, on va dire, animé de la volonté de voir son pays jouir d'un développement qui puisse épanouir la collectivité. C'est le changement. Nous n'avons peut-être pas de stratégie, nous avons peut-être épuisé toute analyse possible et imaginable. Je pense que ce qu'il nous reste à faire, c'est d'être
collectivement conscients que nous avons un devoir de sortir de cette merde-là. Voilà, j'en ai terminé. Autant que nous sommes ici, c'est soit, comme a dit le grand frère, de se sacrifier et de dire je vais au four, ou de susciter des gens qui sont capables d'aller dans le brasier. Mais ne nous leurrons pas. Aujourd'hui au Congo, il n'y a pas de leader politique susceptible de canaliser une quelconque révolte populaire. Du point de vue social, les ingrédients sont là, tout est là. Et je ne voulais pas terminer parce que j'avais oublié lors de ma première intervention. Je voudrais saluer une catégorie de Congolais qui sont en train de souffler chaque fois sous la braise pour moto et silater. La casserole est toujours chaude. Et vous savez c'est qui? Ce sont les jeunes artistes. Les jeunes artistes patriotes n'arrêtent pas de faire des chansons pour exprimer le mal-être des Congolais, la situation désastreuse des Congolais et exprimer le changement, la soif du changement. Les chansons passent dans les réseaux sociaux. Là, on ne les condamnera jamais. Mais ce sont les intellectuels, c'est nous les activistes politiques et tant d'autres qui ne savons pas juste là comment faire. Et il faut faire. Non, je vais retenir une chose essentielle. Je retiens que il nous faut effectivement une solidarité, parce que dans tout combat, il faut une solidarité. Solidarité vis-à-vis de ceux qui meurent, de ceux qui restent, de ceux qui continuent à se battre et de ceux qui sont en prison. Moi, je le dis modestement, j'étais autour de Mokoko et je suis autour de Mokoko. C'est vrai, j'ai vu des gens se battre, il y avait un engouement, on a tous vécu cet engouement. Mais lorsque Mokoko s'est retrouvé en prison, même pour payer les avocats, je n'ai pas vu beaucoup de gens mettre ne fût-ce que 10 € ou 2 €. À partir de ce moment, un leader peut se dire de toutes les façons, diable, pourquoi se battre pour un peuple qui à la limite s'en fout de votre combat le jour où vous partez, même vos enfants. Il faut être réaliste, la vie c'est cela aussi. Même vos enfants, personne ne viendra demander ce qu'ils sont devenus. Et je pense que nous en sommes là aussi. Cette solidarité ferme, mais vraiment une solidarité ferme. En se disant on est dans un combat et quand l'un tombe ou d'autres sont en prison, il faut continuer à être solidaire vis-à-vis d'eux. Je vais être bref, j'écoute un peu tout le monde. Je pense que j'ai entendu le mot bilan de mon frère Antoine, qui est important. Bilan où? À Brazzaville, à Paris, très important de préciser. Parce que la situation nous a échappé la dernière fois. Parce qu'on n'a pas maîtrisé, tout simplement, les personnes qui étaient censées représenter le peuple sur place. Et je dirais même plus qu'aujourd'hui, plus que jamais, ça nous échappe encore. Nous sommes ici, nous parlons d'une situation du Congo, sans prendre le thermomètre, le réel, la véritable température politique des représentants sur place. Aujourd'hui, il faut se poser la question, le Congolais lambda, il va se lever, qu'est-ce qui va pousser? C'est de ça qu'il faut. En fait, vraiment, j'insiste là-dessus, quand les gens qui nous regardent aimeraient qu'on leur donne on dit tout à l'heure, des leviers, des pistes, des instructions, mais comment voulez-vous donner si vous-même vous ne cernez pas le problème? Quand on me dit allons, marchons dans la rue, ben, je réponds toujours, mais pourquoi vous allez marcher, aller au suicide? La marche, moi, c'est d'abord dans la tête. Pourquoi je marche? Où est-ce que je vais? La meilleure lutte aujourd'hui, je pense que c'est une lutte de savoir qui on est d'abord, d'où on vient et pourquoi on souffre. Voilà, ce sont les trois questions, comme le grand a dit, auxquelles nous devrons débattre. Qui sommes-nous? D'où nous venons et pourquoi nous souffrons?
Donc, par rapport à ça, ma soeur, excusez-moi, je dis, moi je pense et le confirme que, avant d'être un analyste politique, dans le but d'ouvrir les yeux des compatriotes, il faut d'abord avoir la connaissance historique de la nation en exemple. Un Français qui a dit ici, quand je fais mon discours, et que si le peuple a compris, donc je n'ai pas bien fait mon discours, je n'ai pas bien fait ma politique. Ça rejoint ce que nos parents disaient dans le temps, quand il y avait un problème familial, on s'est réunis, on dit, ma fille, donc on ne ment que celui qui voit. Vous comprenez? Donc on a l'impression de toujours tourner à ça. Donc pour aller vite, je dis cela pour éviter de dire moins de conneries, quoi. Si enfant, je n'ai pas été maudit par mes parents, voilà qu'à mon âge adulte, c'est la rue qui aura la force de me maudire par des conneries. La malédiction collective, avec sa formule mafriyi, ça continue. Donc, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, faites de cet espace aujourd'hui un instrument permettant aux enfants de savoir, d'apprendre à parler. Là, c'est dans l'histoire vraie de ce que nous sommes. Aussi aux adultes de savoir se taire. Quand on ne sait pas, on se tait. Voilà. Pourquoi continuer d'entretenir l'esprit ancestral qui, au lieu de résoudre un problème, c'est plutôt de faire croire qu'on est en train de le résoudre? Donc, il ne manquait plus que la formule des propos sur les propos de Sadio qui dit Mafriyi, hein, pour être comparé à la forme traditionnelle de maudire l'auditoire. La politique, c'est pour ouvrir les yeux ou pour embrouiller le peuple. Donc, loin du pays qui est en feu, nous sommes ici à entretenir la mythologie et les contes, légendes de Ngwalo Wayuka. Ça nous a apporté quoi, ça? Les grands qui sont là peuvent méditer aussi là-dessus. Comment peut-on comparer ou prendre en exemple le cas de l'Algérie pour en faire une solution possible afin de pallier au malheur et à la crise du Congo? Donc, il y a eu un vendredi où, passé, c'est ici où un grand a dit, même si Sassou descend aujourd'hui, demain, la situation du Congo ne sera pas résolue. Il y a un grand qui l'a dit, j'ai suivi en vidéo. Donc, la profondeur du malheur africain, c'est le Congo avec K. Voilà. Donc c'est toute une histoire à revoir. L'Algérie, vous parlez de l'Algérie, mais l'Algérie d'aujourd'hui n'est plus celle des Arabes. Vous posez la question à un Arabe aujourd'hui qui est de l'Algérie, est-ce qu'il est arabe? Il va vous dire non, je comprends l'arabe. Mais l'Algérie d'avant, des années 40 en arrière, vous posez la question à un Arabe algérien, il vous dira oui, je suis arabe. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc c'est pour dire que là-bas, les choses peuvent désormais se passer sans effusion de sang. Et l'Afrique qui avance commence par là-bas. Savez-vous ce que signifie son implication, le nom Afrique? Savez-vous ce que signifie le nom Afrique dans l'implication au malheur du continent? L'exemple de l'Algérie ne colle pas à la réalité culturelle et politique du Congo. Par rapport à la question, nous savons tout ce qui se passe en ce moment à Brazzaville, le système politique du président Sassou. Et les sources sont réunies aujourd'hui. Chacun peut faire une grille de lecture par rapport à la situation du pays, que ce soit politique, économique et sociale.
rien ne marche. On a vu de l'autre côté du Pacifique comment les étudiants sont traqués pour chasser avec des chiens. En Côte d'Ivoire, pareil. Au Congo, surtout sur le volet santé, on n'en parle pas. Les politiques qui sont sur place là-bas, nous voyons comment on les traque de chaque côté. D'autres sont maintenant emprisonnés, d'autres sont obligés de fuir. Soit tu fais partie du système, tu rentres dans le système Guesso, soit tu sors du pays. La chose, elle est claire. Si tu ne compatis pas avec eux, c'est tant mieux que tu puisses partir. J'ai entendu dire plein de choses sur l'initiative, sur l'organisation. Donc, si je comprends bien, ceux qui sont ici, pour moi, c'est une première fois que je puisse rencontrer les assos où il y a mes compatriotes. C'est une première fois que je sois venu. Une fois que j'étais venu, je n'ai pas pris la parole, mais aujourd'hui, je trouve bien un peu de prendre la parole, c'est un peu de dire ma pensée. Mais pourquoi les Congolais ne se lèvent pas au moment où leurs enfants sont affamés? Eux-mêmes, ils ont du mal à se soigner. Ceux qui sont dans le système, ce sont eux qui s'enrichissent, qui font l'exil médical parce qu'ils ne peuvent pas se soigner au pays, parce qu'il n'y a pas de bons médecins, soi-disant. Ce sont les misérables gens qui vont se soigner dans ces hôpitaux où il n'y a rien à l'intérieur. Donc aujourd'hui, partir à l'hôpital, ça veut dire donc se retrouver derrière la mort, donc plus tard on va t'enterrer. Nous savons toutes ces situations, mais pourquoi les gens ne traînent pas la dynamique pour qu'on puisse se lever pour chasser ceux qui sont au pouvoir? Parce que quoi? Tout simplement parce qu'au niveau du système, Sassou a créé quelque chose que vous devrez savoir. Le vivre ensemble, il a créé qu'une érosion. Il y a une érosion dans la masse, dans la population, qu'aujourd'hui les gens ne peuvent pas se rassembler pour comprendre son système et le faire partir. Au nom du papa qui Kisolokele Lukelo, papa Dialoungana Kiangani et papa Kimbangu Kuntima Kiangani. Muna baka mvovu awa kadi muno nyingeti muwangi kongo ngene me muke baka ndinga awa na kukamba beno mambo fyoti benike wowa benike zonza mambo ya Kongo na ndinga ya banzenza beteke ba Kongo na Kongo ndinga kikongo awa mutindu betekelanda betu munu ke dia Kongo bayina kizaba munu bazaba mutindu banda mambu ya mvolangani ke jatisa belo na nchi ya kivuila muke vutika manima bwala yina minekezo nzila bubiyaye bwala yina betike na tata Kimbangu mutindu yani nwalinaka mtoto yina tata Kimbangu yani c'est ça comme maman. Je remercie tous ceux qui sont venus à ce 4e vendredi du Congo. Je remercie surtout notre vaillante combattante et journaliste qui est ici dans la diaspora, Sadio Morel. Tu as été vraiment à la hauteur, je te félicite beaucoup. Il est tard, nous pouvons applaudir pour elle. Il y a eu beaucoup de contributions. Je retiens un bon résumé que M. Dilou Bernardin nous a fait en disant que nous devons nous pencher sur 3 leviers pour permettre à ce que le peuple congolais puisse faire sa révolution populaire. On dit bien révolution populaire parce que le terme révolution a été défini comme un renversement d'un régime, changement de système. Mais le changement de système peut passer par un coup d'État, mais on ne parle pas de coup d'État aujourd'hui. Nous parlons d'un changement de système par le peuple, quand le peuple reprend son pouvoir.
les 3 leviers, l'objectif Koutana en a cité 3 exactement. Pour l'objectif Koutana, c'était, le premier levier, c'était l'unanimité. Il faut que la revendication prenne la majorité du peuple. Et souvent, ce qu'on a eu au Congo, donc les échecs, comme nous disait notre ami Antoine Kiwoulou, les échecs de 2015, c'était dû au fait que le peuple avait une revendication, mais les leaders politiques en avaient une autre. Les leaders politiques, peut-être, ils voulaient remplacer le régime en place, alors le peuple voulait qu'il reprenne le pouvoir. Donc il y a eu cette contradiction, et chaque fois qu'il y a une contradiction dans la revendication, la révolution ne peut pas prendre. C'est l'exemple qu'on a connu. Mais chaque fois qu'il y a l'unanimité dans la revendication, là, c'est la base pour aller vers un vrai changement. Mais il faut un deuxième levier, le deuxième levier que Koutana a cité comme un vecteur. J'accepte ce rectificatif en levier, c'est qu'il faut qu'il y ait un élément qui s'accroche avec cette revendication pour que le peuple sorte. Il y a plusieurs éléments, ça peut être des leaders politiques qui expriment, qui prennent le leadership pour entraîner le peuple. Ça peut être aussi des mouvements citoyens, ce que vous avez cité, qui peuvent prendre le leadership pour entraîner la revendication, pour qu'elle soit vraiment, pour qu'elle passe dans la rue. Mais ça peut être aussi, comme on l'a souligné ici, la religion. Les évêques, les pasteurs, les prêtres sont beaucoup écoutés. Ils peuvent aussi déclencher cette unanimité en mouvement. Ça peut être aussi une pétition. Hein, ce que Koutana a tenté en 2018, ce que d'autres ont réussi ici en France avec les Gilets jaunes. Donc c'est le 3e levier à ce qu'on pense. Et le 4e levier, c'est une fois que le peuple est en mouvement, il faut qu'il y ait une organisation. Il faut qu'il y ait, comme l'a cité notre doyen Marc Mapingou, il faut qu'il y ait du courage, il faut qu'il y ait de la détermination. Et on a entendu parler aussi de la solidarité. Parce que sans solidarité, un peuple qui se met en mouvement, s'il n'y a pas de solidarité, il y a dispersion. Parce que la solidarité nous manque souvent. Pourquoi? Parce que ce que Sadio, on le déplore, a souligné aussi, c'est que quand l'idée vient d'un, les autres empêchent parce qu'ils ne sont pas leaders dans ce mouvement. Et ça, les Congolais, il faut qu'ils cessent ça. Parce qu'une vraie action, si on est unanime, peu importe celui qui est devant, ça ne compte pas ça. Ce qui compte, c'est le résultat final. Que le peuple soit libéré, c'est tout. Et ça, c'était des appels de Sadio, des appels de nous tous. Voilà, nous avons dans ce mouvement, pour que ça marche, qu'il y ait le patriotisme. Si nous ne le faisons pas pour la patrie, ça ne peut pas aboutir. Si nous faisons une révolution pour que chacun tire un intérêt particulier, ça ne peut pas marcher. Les vraies révolutions ne marchent que quand il y a l'intérêt général qui est poursuivi. Donc le patriotisme, la patrie que Otis a souligné, et donc une organisation, une détermination. Voilà un peu en résumé ce qu'on peut retenir pour aujourd'hui. Mais ces échanges peuvent continuer et je m'adresse ici à ceux qui nous ont suivis au loin. Les Vendredis du Congo reçoit vos propositions en termes de conférenciers. Si vous avez des thèmes à débattre, vous pouvez écrire à l'adresse email objectifkoutana@gmail.com. Donc je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Merci beaucoup.